Bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous nous entendez bien. Euh, on va attendre 2 minutes que tout le monde arrive. Donc, a priori, vous nous entendez bien. Voilà. Bon, on est combien là? 12. 12. Donc on va commencer pour pas prendre trop de temps la présentation, le début de la présentation permettra à tout le monde d'arriver. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous dans cette période post-confinement et nous allons démarrer. Donc rapidement, je suis Philippe Delucy, j'ai fondé Equal il y a 35 ans et préalablement 25 ans, 20 ans et j'ai 35 ans d'expérience dans le domaine de l'IT et en particulier de l'exploitation. Et j'ai eu la chance d'avoir participé à la genèse de la mise en place d'un certain nombre de technologies, voire de leur conception, qu'elles soient vraiment purement technologiques. Vous voyez un certain nombre d'exemples au niveau des protocoles, du réseau, etc., de la sécurité, mais aussi des applications, euh, que ça soit du scientifique ou de la technique, des outils de CAO, du manufacturing, payroll aussi, c'est parce que ma meilleure expérience, et d'avoir participé à la mise en place des premiers systèmes de gestion de données techniques, les PDM et PLM, dans le début des années 90. Et dans ce contexte-là, ça m'a permis avec Equal d'être le premier à lancer des services managés de QoS sur les réseaux dès 2002. Maud qui m'accompagne. Bonjour, Maud Teller. Donc moi, ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'IT avec des missions opérationnelles, commerciales et marketing. Aujourd'hui, un très fort sur le marketing digital et la relation client. Et donc j'accompagne Philippe aujourd'hui sur ce webinaire. Juste des petites informations pratiques alors pour une question de confort, on a coupé le son en fait pour tout le monde. Si vous avez ou vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à réactualiser votre page. Et enfin, vos questions au fur et à mesure via le chat conversé qui se trouve en bas à droite de votre écran. Voilà, donc n'hésitez pas, je serai là pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci Maud. Donc on va continuer. Alors, qui sommes-nous chez Equal? Nous sommes une équipe, pas très grande, 40 personnes, basée en France, et nous intervenons pour le compte d'organisations plutôt grandes, publiques un petit peu, surtout privées, français, internationaux, certains. Le plus grand client est américain. Il est devenu américain dans le temps. Et nous intervenons dans 60 pays dans le monde. Et le but du jeu, c'est d'aider nos clients, enfin nous pensons que notre mission, c'est d'aider nos clients à optimiser la productivité de leur entreprise. Alors nous intervenons sur les infrastructures, comme vous le verrez par ailleurs. Et pour ce faire, en fait, on va se focaliser sur le fait d'opérer ces infrastructures dans des perspectives de performance et de sécurité pour les applications. C'est-à-dire on se place au-delà de la pure infrastructure, mais le fait que les applications répondent bien et de façon sécurisée à leurs utilisateurs. Et dans le domaine de l'infrastructure, on est vraiment spécialiste au niveau de la connectivité, donc le réseau étendu depuis 20 ans, et on a intégré un certain nombre de technologies novatrices
d'optimisation en WAN, plus récemment de SD-WAN, d'accès au cloud et de sécurisation via des portails dans le cloud. Et à côté de tout ça, on opère des plateformes, donc des plateformes de serveurs sur lesquelles, pareil, on va s'occuper des OS et de superviser le middleware. Et tout ça, dans les dernières années, permet d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comme je viens de le dire, notre vision, c'est d'opérer les infrastructures au service des utilisateurs, que vous voyez à gauche, à travers leurs applications, à travers le middleware. Nous opérons essentiellement sur l'infrastructure, c'est-à-dire les réseaux, les serveurs, le stockage, et l'interaction middleware. On va superviser par exemple une base Oracle. Et tout ça pour garantir l'accès aux données. Et là où on va essayer d'être un peu différent de nos compétiteurs, c'est de le faire avec, essayer de garder en permanence une vision performance et sécurité, de façon à ce que les utilisateurs travaillent le plus sereinement possible. Les DSI, c'est ce qu'ils recherchent, c'est de ne pas entendre parler de leur infrastructure et que les utilisateurs ne se plaignent pas. Et donc, dans le contexte actuel lié au Covid, comment faire pour garantir un accès sécurisé et performance à ces données, parce que c'est quand même le but de toute l'infrastructure. Le premier point, le premier axe, c'est de regarder comment évolue et va évoluer cet accès aux données. Et il va y avoir 3 thèmes, et à la fin de chaque thème, je répondrai à des questions, et à la fin, on prendra 10 à 15 minutes pour y répondre. Alors, tout d'abord, la crise actuelle a un impact sur les usages et les applications. C'est-à-dire que dans le cadre de cette globalement transformation digitale qui a démarré il y a quelques années, il y avait déjà du télétravail, mais il vient d'être massifié. Certaines entreprises de nos clients sont passées de 150 à 5000 personnes en télétravail. Le BIOD a explosé, quelque chose qui était plutôt réservé aux gens en mobilité est devenu massif par le simple fait que les gens chez eux ont dû utiliser des postes de travail et que certaines entreprises, dont certains de nos clients d'ailleurs, n'avaient pas à disposition des laptops pour tout le monde. Donc soit de façon permanente, soit pendant un temps certain, les gens utilisaient leur PC personnel. On va voir que ça a quelques conséquences. Des déports d'applications dans le cloud qui ont été accélérés parce que plus facilement accessibles. Les outils collaboratifs qui ont vu un usage épisodique devenir un usage quotidien. Les outils de conférencing, audio, vidéo, on va en parler juste après, de partage d'écran, les flux vidéo qui sont devenus massifs, voire dans certains cas tellement massifs que certaines entreprises demandent à leurs collaborateurs de ne faire que des audioconférences parce que sinon leur réseau ne suivra pas. Et de façon générale, on a eu une explosion des interactions via des portails en lieu et place d'interactions physiques. Alors, par ailleurs, ça c'était sur les usages, mais on va assister à des transformations qui ont déjà commencé, où des changements de comportement vont entraîner des effets économiques de cascade. Prenons plusieurs exemples. La réduction des déplacements fait que le transport aérien, les hôtels, les locations de voitures, les restaurants voient leur activité extrêmement et significativement réduite. Puis en conséquence, les fabrications d'avions, d'autos,
les services de nettoyage, et puis en troisième rideau, les sous-traitants, mécaniques, électroniques, logistique. On parlait de nettoyage, les produits chimiques, tout ça va devoir soit se réduire, soit se réadapter. Vous avez un autre exemple, la réduction des événementiels, qui fait que du coup, n'ayant plus de grands événements, tous les gens qui étaient dans ce domaine-là voient leur activité réduite, mais par conséquence aussi tout ce qui est logistique. Le déport massif de l'interaction entre un client et ses commerces qui passe vers des modes drive et livraison. Et pour certains magasins, il a fallu qu'ils s'organisent extrêmement brutalement à mettre en œuvre ces livraisons, click and collect, etc., alors qu'ils ne le faisaient pas. Donc c'est vraiment un changement drastique de leur métier, en tout cas de la préhension de la fourniture de leurs produits. On prend l'exemple de la santé, je prends deux exemples de la santé, l'un qui est l'un de nos clients, qui fournit des services de nettoyage de linge et qui s'est trouvé d'abord plutôt empêché au début parce que le protocole d'entrée dans les hôpitaux était extrêmement compliqué, et puis surtout à partir du moment où il a pu y aller, on lui a dit non, il n'y a plus rien à nettoyer, ou très peu, les draps, parce que tout le reste, tout ce qui est vêtements est devenu jetable. Donc ces gens-là vont devoir se réinventer complètement parce qu'une partie de leur métier a juste disparu. Dans la santé, l'accélération de la télémédecine, l'accélération de la surveillance de malades, qui était quelque chose de relativement épisodique et qui est en train de se densifier. Certains acteurs de la médecine envisageant sérieusement de surveiller des malades à grande échelle pour éviter d'engorger les hôpitaux. De façon globale, une réduction massive des ventes et de façon durable. Et puis un autre aspect, les règles de distanciation qui modifient profondément les processus métiers et qui induisent de repenser ces processus, de les modifier, et dans certains cas, ça pose quand même quelques soucis. Alors, les conséquences, ça peut être, et vous en avez entendu parler, c'est des choses extrêmement brutales. C'est Hertz qui se met sous le Chapter 11 aux États-Unis, des grands magasins qui font la même chose. Chez Schlumberger, 30 000 licenciements, probablement une seconde vague d'une dizaine de milliers qui arrive sur 100 000 personnes, c'est gigantesque. La semaine dernière, Microsoft a annoncé qu'il fermait tous ses magasins dans le monde, à partir de tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, les magasins qui étaient fermés ne rouvriront pas. Donc, ces changements drastiques ont un certain nombre de conséquences, et on va en regarder certaines. Des conséquences sur tout ce qui est infrastructure, l'accès Internet central d'une entreprise qui devient brutalement surdimensionnée, des bureaux qui deviennent brutalement surdimensionnés, l'accroissement des menaces qui sont liées à du BIOD massif, on en a parlé, donc l'usage par exemple de clés Internet sur des postes de clés USB sur des postes non sécurisés, le split tunneling, qui certes d'un côté permet à l'utilisateur travaillant de chez lui d'accéder plus rapidement à l'Internet puisqu'il accède localement, mais de l'autre côté, de par des sécurisations moins fortes sur un poste de travail personnel, représente potentiellement une menace pour l'entreprise en pouvant utiliser ce PC comme un rebond. Le fait d'avoir dispersé les gens et donc les matériels à l'extérieur de l'entreprise, et donc on a dispersé des données, ce qui pose la problématique par exemple de leur backup. Nous-mêmes, nous avons eu 90% de notre personnel en télétravail, et sur certains accès, et on va en parler juste après, qui étaient pas très bons en termes de performance, on a été obligé de suspendre les backups, ce qui nous a posé un problème, on a résolu d'ailleurs, mais qui fait que quand les PC sont revenus, on s'est retrouvé à avoir des afflux massifs de backup sur un mois, 2 mois de données. Idem pour la mise à jour des parcs logiciels, les mises à jour Windows, etc., qui sont très consommatrices en bande passante et qu'on n'a pas pu faire, et donc il a fallu refaire à l'arrivée, et d'autre part, on a pris des risques à certains moments, d'où l'importance d'avoir des outils de sécurisation sur les PC extrêmement à jour. Ça, on n'a pas dérogé à ça. Les zones blanches dont on parle depuis des années, là, brutalement, tout le monde a pris conscience que c'était vraiment un gros problème
et qu'il va falloir faire quelque chose. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que moi, je vous annonce qu'elles vont rester blanches longtemps, donc il va falloir trouver des alternatives. Des fluctuations brutales de personnel, in and out, qui font que, pareil, les flux... et du coup, les métiers qui se modifient, qui vont induire des besoins de transformation massifs sur les applications, que ce soit la conception de produits, la production, la gestion des produits et des services. Et ça, c'est à venir. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Alors oui, moi j'en ai une. La question est, le Covid a mobilisé beaucoup de ressources en interne pour accompagner les personnes en télétravail. Quel type d'infrastructure aurait pu alléger notre charge? Forcément de resizer les accès centraux, d'avoir effectivement, comme on l'a dit, une politique secure en termes de speed tunneling, d'avoir été capable de déployer massivement des PC de façon contrôlée. Et pour ceux, nous on l'a vu, certains de nos clients qui avaient déjà entamé le déport d'applications dans le cloud, et surtout qu'on a quelques clients qui ont des outils de Cloud Security Access, donc qui passent par des gens comme Zscaler pour sécuriser, se sont retrouvés un peu favorisés parce que, éclatant leur personnel, pouvant accéder directement depuis chez eux des applications qui étaient déjà dans le cloud, n'ont pas impacté leurs propres infrastructures internes. D'autres, au contraire, ont été obligés d'upgrader massivement leur porte Internet, si vous voulez. On parlait d'un client qui est passé de 150 à 5000 utilisateurs à l'extérieur. On sait bien que les firewalls centraux, ils ont subi un petit upgrade. Donc voilà. Alors, on va continuer. J'ai une autre, excuse-moi Philippe, oui, j'ai une autre question. Pourquoi les zones blanches ne vont pas évoluer comme cela a été dit? Tout simplement parce que le coût associé est monstrueux. Nous avons travaillé sur les zones blanches il y a 20 ans quand on fournissait de l'accès satellitaire, et il faut être extrêmement réaliste. Les zones, elles sont blanches, non pas parce qu'on peut pas les couvrir techniquement, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de clients, ou très peu de clients. Et il n'y a pas plus de clients aujourd'hui. Et alors si il y en a un peu plus, si le besoin est un peu faible, mais quand vous avez une densité très faible, le coût de couverture est extrêmement élevé. Des gens qui étaient, quand très très rapidement, on passe de technologie cuivre à optique, en fait, ça va induire une concentration des équipements de raccordement, puisque avec la fibre, on peut raccorder des équipements à plusieurs dizaines de kilomètres au lieu de quelques kilomètres pour la DSL, et que il faut savoir que une fibre optique à déployer en aérien, c'est jusqu'à une dizaine d'euros, mais comme en France on veut aussi ne plus avoir d'aérien, il faut passer en génie civil, et là on parle de 30 à 50 euros du mètre. Donc si vous devez tirer 10-15 km de fibre, vous voyez un peu les budgets. Et donc un certain nombre d'opérateurs d'ailleurs disent il ne faut plus parler de lignes anormalement longues, mais de lignes anormalement chères. Et la question est qui paye? Et donc on estime en France qu'il y a entre 8 et 12% des abonnés qui sont sur ces types de lignes. Et donc aujourd'hui, les opérateurs ont dit que ils ne les prendraient pas en compte. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est les opérateurs en Europe occidentale, aux États-Unis et même en Asie parlent de la 5G. Ce qu'on ne dit pas, c'est que la 5G opère dans des bandes de fréquences beaucoup plus élevées, et qui dit bande de fréquences plus élevée dit propagation beaucoup plus courte. Plus vous montez en fréquence, plus la propagation est courte. Ou alors il faut mettre énormément de puissance, ce qui n'est pas quand même le désir. Bilan de l'opération, une cellule 5G est 4 fois plus petite qu'une cellule 4G. Donc si vous voulez couvrir en 5G, il faut 4 fois plus de cellules. Or, vous avez remarqué que les gens ne sont pas très enclins à accepter des antennes. Bilan de l'opération, je ne suis pas très convaincu qu'on va voir arriver de la 5G massivement dans les campagnes. Comme déjà la 4G, il va pas tout à fait. C'est pour ça que je pense que les zones blanches vont rester blanches pendant longtemps, et que la fracture digitale qui a commencé il y a 30 ans, qui, à mon avis, s'accélère, puisqu'aujourd'hui vous avez 1 gigabit dans une métropole et vous avez péniblement quelques mégabits quand vous êtes à la campagne,
va s'accélérer et les solutions, à mon avis, sont plutôt radio, mais ça supposera aussi un changement de mentalité, une acceptation, parce que si vous voulez faire la radio, il faut des antennes. Alors, on va passer à la suite. Donc, sur le deuxième axe, qui est l'axe des technologies sous-jacentes. Depuis plusieurs années, on a vu arriver des technologies disruptives, on va dire, comme le cloud, ça c'en est une dont on a parlé, les outils de collaboration, il y a une dizaine d'années à peu près, plus récemment la blockchain, qui va bouleverser les échanges dans le futur. Pour l'instant, c'est pas encore largement déployé. L'Internet des objets, qui est quelque chose qui a commencé il y a une trentaine d'années, mais qui aujourd'hui, via des protocoles plus standardisés et la puissance qui est accessible à faible coût, rend la possibilité de connecter des objets qui ne pouvaient pas l'être avant, mais qui va densifier les flux de données et les données elles-mêmes, qui génère, associé à ça, ce qu'on appelle le big data, donc cette intensification de la collecte de données et qui induit des problématiques de traitement derrière et d'analyse qui sont pas forcément bien maîtrisées. Par exemple, dans l'industrie pétrolière, a priori, on collecte des masses de données sur les puits, mais simplement moins de 3% est rapatrié dans des centres de données pour analyse massive et de l'exploitation, on va dire, multidimensionnelle. Alors que le mouvement a commencé il y a pratiquement 20 ans. Et l'intelligence artificielle, alors en rigolant, moi je dis qu'elle est surtout artificielle et pas très intelligente, mais dans la réalité, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la capacité à utiliser beaucoup de puissance à pas cher, parce que la puissance devient de moins en moins chère, avec énormément de stockage et de mémoire qui deviennent pas chers, pour faire massivement des processus qu'on n'aurait pas pu faire dans un temps fini actuellement. On dit que dans 10 ans environ, la puissance des ordinateurs dépassera celle du cerveau humain et que dans 40 à 50 ans, la puissance des ordinateurs dépassera la totalité de celle de l'humanité. C'est pas pour autant que ça sera très intelligent, mais de la puissance de calcul, s'entend par rapport au cerveau. Et ça va permettre de faire massivement des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, comme par exemple, et ça sera juste un exemple, en télémédecine, la capacité aujourd'hui pour des outils automatiques de détecter des cancers mieux que des spécialistes, et c'est eux-mêmes qui le disent. Tout simplement parce que la totalité d'un scanner humain, c'est plus de 1,5 téraoctets et que le cerveau humain est un petit peu des problèmes pour tout intégrer rapidement. Donc, ces technologies sont... alors, moi, je vais prendre que 3 focus, mais on peut les séparer en 3, pour nous, 3 blocs. Il y en a d'autres, bien entendu, et dans lequel il y a plein de briques qui arrivent. Donc, par exemple, si je prends l'infrastructure, Cloud Access Security, le BIOD, la virtualisation, les NoSQL database, donc le stockage de données non structurées, le SD-WAN, plus récent, le Secure Access Service Edge, qui est la capacité, alors c'est ce que nous déployons dans une appliance, de déployer non seulement du WAN, de la sécurité, de la performance. Au niveau applicatif, ce qui est en train de changer la donne, c'est une multitude d'objets qui permet de faire un concept aujourd'hui qui s'appelle le DevOps, c'est-à-dire le développement continu d'applications, et non plus envoyer une release tous les 6 mois, 1 an, avec un effort complexe de mise en œuvre. Là, c'est des mises à jour continues de petits blocs dans l'applicatif, et avec la collecte d'un feedback qui permet de refaire évoluer l'application de façon continue. C'est une façon vraiment nouvelle. Des gens qui utilisent ça massivement, par exemple, c'est Salesforce, où vous voyez comment de façon continue des améliorations fonctionnelles. Google Application qui l'a fait à un moment donné. Alors c'est perturbant pour les utilisateurs parce que d'un jour sur l'autre, il y a une nouvelle fonctionnalité. Donc, ça suppose aussi de la communication. Il y a un cran au-dessus qui est le low code et le zéro code qui arrivent.
où là, c'est carrément la capacité pour des utilisateurs finaux de construire eux-mêmes leurs applications à partir de briques fournies par les services IT concernant la gestion des données, par exemple, l'accès à ces données, les présentations et le workflow. Et l'utilisateur, avec des outils simples, avec du langage naturel, va décrire la façon dont il veut utiliser les données. C'est des choses qui ont commencé il y a une 15-20 ans et qui aujourd'hui ont une réelle application dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Et je pense que ça va sincèrement révolutionner les choses, mais ça va aussi rendre les choses plus compliquées. Et puis il y a tout ce qui est intégration. Aujourd'hui, toutes les applications tendent à parler ensemble à travers des API, à travers ce qu'on appelle le Codeless Automation, des outils comme Zapier. Puis alors il y a encore un cran au-dessus puisqu'il y a des outils, des automates d'automates maintenant. Tout ce qui est l'orchestration de toutes ces technologies dont on a parlé, que ça soit dans les clouds et que ça soit dans le network. Puis pour rajouter au-dessus une couche de complexité, il y a la multiplication des offres. Probablement sur les 10 dernières années, le nombre d'opérateurs télécoms a été multiplié par 10. Le nombre de providers de cloud par 100 et le nombre d'applications disponibles, je pense, par 1000. Donc tout ça fait que la capacité d'intégration de tout ça, de toutes ces offres, rend les choses compliquées. Maud va vous lancer un petit sondage sur ce sujet-là et une fois qu'on aura les retours, on pourra en discuter un petit peu. Donc la question c'est, aujourd'hui, comment appréhendez-vous la complexité des infrastructures de demain? Je vous laisse, on va vous laisser un petit moment là pour y répondre et puis on reviendra vers vous avec les résultats. Donc à vos clics. Voilà. Alors, par rapport à ça, on va parler de comment les équipes IT appréhendent ça. Donc, par rapport à toutes ces complexités, quand même, c'est pas comment dire, c'est juste une constatation, mais les équipes IT internes ont quand même de plus en plus de mal à contrôler les choses. D'une part parce qu'il y a de moins en moins de ressources, il y a de la difficulté à attirer la compétence, il y a de plus en plus de projets de plus en plus rapides, des profils pluridisciplinaires. Je prends un exemple, par exemple, dans le SD-WAN, il faut à la fois maîtriser des couches de virtualisation, donc de l'operating system, de la virtualisation, mais aussi en dessus des VM, puis ces VM ayant des fonctionnalités de réseau, du réseau, et puis des VM de sécurité, donc de la sécurité, etc. Donc il nous faut des gens, nous-mêmes en interne, et donc par voie de conséquence aussi chez les clients, des gens qui ont la capacité d'intégrer à la fois ce qu'on appelait les réseaux et à la fois ce qu'on appelait le système. Alors certes, ça fait longtemps qu'on parle d'ingénieur système et réseau, mais ce qu'on a vu quand même, c'est de plus en plus de spécialisation. Et aujourd'hui, il faut en être capable de faire la fusion. Et vous avez la même chose avec l'orchestration, vous avez la même chose avec la gestion des données, etc. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et pour amplifier encore la chose, tout ça fait qu'on a des menaces de plus en plus complexes et des surfaces d'attaque de plus en plus grandes, entre autres liées au BIOD, etc. Et juste un exemple, on est passé il y a 10 ans ou 15 ans, l'attaque qu'on craignait, c'était le DNI de service, et aujourd'hui, c'est le CryptoLocker. Et le CryptoLocker, il y a eu une attaque qui a été a priori annihilée ce week-end aux États-Unis, qui visait les 30 plus grandes entreprises américaines pour des extorsions entre 5 et 100 millions de dollars. Donc ça peut aller très très loin. Heureusement, elle a été bloquée. Alors Philippe, juste un retour sur le sondage, pardon. Donc la question étant comment appréhendez-vous la complexité des infrastructures de demain? À 33%, vous répondez je définis ma future infra avec mes équipes. À 44%, je souhaite m'entourer de prestataires experts dans leur domaine, et à 22%, je ne peux pas l'appréhender, mes métiers sont trop impactés en ce moment. Ben, ce qui va nous permettre d'introduire la suite et qui un peu après on va parler de comment appréhender ça, mais déjà les conséquences, ben,
vous les voyez un peu, c'est que la difficulté à livrer du projet, des maintiens en conditions opérationnelles, on a vu chez certains de nos clients, nous on y est entré, une des raisons a été le fait de pouvoir non seulement faire du maintien en conditions opérationnelles, on va dire on-off, ça marche pas, mais d'aller au-delà et d'aller traiter d'abord tous les incidents et pas que les incidents graves, d'aller traiter les incidents mineurs et d'aller traiter la dégradation de performance. Je vous disais que ça fait 20 ans qu'on fait de l'optimisation WAN. Dans un certain nombre de cas, nos clients nous ont confié la supervision de leur opérateur de télécom et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où on s'est battu avec ces opérateurs pour leur faire réparer un circuit sur lequel il y avait des pourcentage de perte de paquets. Et pour eux, ça fait pas partie des SLA, même si soi-disant dans les contrats ça y est. Mais nous, on leur a expliqué qu'on commence par 1%, 2%, puis le jour où il y a 30%, la voie elle passe plus d'où. Et donc il vaut mieux travailler quand il y a 1 ou 2%. Les équipes se souviennent d'un fameux routeur à Austin qu'on a dû faire changer un certain nombre de fois avec un grand opérateur américain parce que le trafic du site augmentait de façon régulière et que ce pauvre routeur, comme il mettait une machine toute petite, jamais suffisante, elle a été toujours saturée en CPU, en mémoire, etc. Donc nous aussi, une de nos caractéristiques, c'est de ne pas s'arrêter juste à la caractéristique de lien, mais d'aller regarder aussi ce qui fait fonctionner le lien. Les incidents de sécurité qu'on a du mal à traiter, on reste, nous, assez surpris du nombre de clients qu'on voit qui exploitent mal, voire pas du tout, les logs de leur firewall. C'est pas passionnant d'exploiter les logs des firewalls, mais dedans, il y a quand même une montagne d'informations de sécurité. Et en plus, avec les technologies récentes, que ça soit pratiquement tous les grands constructeurs proposent des services de qualification d'incidents quasi temps réel. Vous recevez non seulement le fait qu'il y a eu une violation de sécurité, mais en plus un mail explicatif qui vous dit cette violation correspond à tel type d'attaque et vous avez telle possibilité pour la contourner. Donc en plus le boulot il est fait, on est quand même bien aidé par les constructeurs et donc il y a moyen de le traiter. Mais faut-il encore avoir des processus pour le faire? La difficulté à suivre les évolutions de business, ça c'est la conséquence de la complexité d'un côté et des ressources de l'autre. Le fait d'avoir du mal à se projeter dans des flexibilités temporelles et spatiales. Et je l'évoquais tout à l'heure, le fait qu'on collecte des montagnes de données et qu'on a beaucoup de mal honnêtement à les analyser. Et on en fait partie très humblement. Mais c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut se pencher parce que au-delà des pures données nécessaires au process et à la prise de commande, la mise en place d'un produit ou d'un service, sa livraison au client, l'analyse des workflows, l'analyse des temps passés, etc., l'analyse de collecte d'environnement, de données environnementales, etc., permet, j'en suis convaincu, d'optimiser tous nos process. Et tout ça, ça a un aspect financier parce que le coût de maintien lié aux compétences, à la maîtrise de la complexité, à la sécurité, ils sont très forts et ils seront toujours croissants. Donc, il faut trouver des moyens pour arriver à maîtriser ces coûts, voire à les réduire, et c'est là où nous nous plaçons. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Alors moi j'en ai une. Arrive-t-on déjà à gérer une infrastructure multi-cloud de façon transparente pour l'utilisateur final? Oui. Alors la réponse est oui. Et il se trouve que c'est un domaine qu'on a exploré nous il y a 4-5 ans avec des partenariats. Et vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés dans le domaine. Alors il y a deux niveaux. Il y a premièrement le niveau purement réseau, la capacité, l'utilisation d'acteurs qui ont physiquement connecté des dizaines de clouds et qui vous les présentent de façon unifiée à travers le réseau sur un ou n points d'accès directement dans des data centers ou dans des endroits où on peut aller les collecter. C'est quelque chose qu'on a fait pour un de nos clients, où on accède des clouds Azure et OVH
en Europe, aux États-Unis, en Asie, à travers un réseau unifié, privé. Donc, on garantit performance et sécurité. Ça, c'est sur la couche physique. Et puis sur la couche logique, via des cloud access service brokers, qui eux-mêmes sont donc connectés sur les différents clouds, que ce soit des clouds d'infrastructure, des clouds de services, etc., et qui vont vous collecter vos accès pour les rediriger à travers leur réseau et en ayant appliqué des politiques de sécurité vers ces différents clouds. Et potentiellement en proposant des portails simplifiés d'accès qui a Salesforce, PeopleSoft, une application dans un cloud privé hosté chez Azure, etc., etc. Donc oui, il y a des technologies pour le faire, et en passant par effectivement des intermédiaires. Donc on va attaquer le dernier volet qui est comment garder le contrôle. Et je vais vous proposer un certain nombre de pistes. Je ne prétends pas qu'elles sont exhaustives, mais ça vous donnera des idées. Et on va lancer un deuxième sondage, Maude. Oui. Alors. Tac. Alors, le sondage, quel est votre principal enjeu aujourd'hui? Donc, on vous laisse répondre. Et puis, j'ai une autre question, Philippe, on répondra tout à l'heure. Je viens de recevoir une autre question. D'accord. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Pour l'instant, parce que le temps que ça arrive chez nous, D'accord. Donc, comment garder la situation sous contrôle? Un axe évident, qui nous semble évident, c'est de privilégier les OPEX vis-à-vis des CAPEX qui permettent d'avoir une position financière plus facile à faire évoluer quant à une technologie, un offreur de service, etc. Certes, probablement un peu plus coûteuse, quoique, à voir, mais je pense dans le temps, qui permet d'être plus agile. Ce qui va aussi arriver, et qui a déjà arrivé dans un certain nombre de domaines, par exemple dans le domaine des applications, mais qui arrive aussi dans le domaine qui arrive dans le domaine des clouds depuis longtemps, où on paye de la CPU à la minute, etc. C'est le pay-per-use généralisé, et nous, par exemple, nous allons essayer de le mettre en place sur le réseau, en proposant des services, je pense à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, pricés non pas sur la bande passante, parce que ça ne fait plus de sens, mais à l'utilisateur. Pourquoi la bande passante ne fait plus de sens? C'est qu'aujourd'hui, si vous utilisez du fiber to home, par exemple, à 30 € en France, vous pouvez avoir 600 mégabits. Et donc, si vous payez des services réseau au mégabit, je pense à des services de QoS, etc., ou de sécurité, pricé à la bande passante, c'est pas réaliste. Vous n'allez pas payer le prix d'un data center pour un site sur lequel il y a 2 utilisateurs. Donc nous allons le faire, et je pense qu'il y a, c'est la démarche générale d'essayer d'aller vers le pay-per-use, d'utiliser des technologies ouvertes, interopérables et orchestrables. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance des API et de l'orchestration. Je pense que c'est vraiment quelque chose de critique, de pas prendre des choses fermées, de prendre des services qui peuvent s'adapter sans révolution, évoluer. On parlait de DevOps, NetOps, etc. Ça, c'est sur les briques technologiques. Mais de façon générale, des services qui ont été pensés, je pense par exemple à ce que nous, on développe en niveau SD-WAN, où intégrer un nouvel accès se fait de façon transparente, et quel que soit l'opérateur qu'on va utiliser, quelle que soit la technologie, qu'elle soit filaire ou radio, et en filaire, que ce soit du niveau 2 ou niveau 3, on sait intégrer tout. Ce qui fait que on peut, et puis monter et descendre. On avait, nous, proposé à un moment donné, quand on travaillait dans le satellite, de déployer des accès satellites d'appoint juste pour aider une entreprise à, par exemple, mettre en production, je me souviens en Pologne, une ligne de fabrication dans une usine automobile, et où ils déployaient brutalement 40 à 50 ingénieurs et leurs stations de CRO.
et dans un endroit où il était à l'époque pas question d'avoir beaucoup plus de bandes passantes. Et d'externaliser des déploiements et des opérations à des spécialistes agiles, tout en gardant le contrôle. Nous avons travaillé pendant, et nous travaillons encore pour eux dans certains domaines, pour un grand groupe équipementier automobile, Forestia, qui nous avait délégué la gestion de la QoS depuis 2003, et puis certaines livraisons de services télécoms un peu spéciaux sur des sites juste à temps, très critiques. Eux ont gardé le contrôle, c'est-à-dire que c'est eux qui décidaient des architectures, c'est eux qui décidaient des plans de déploiement, et c'est nous qui exécutions. À un moment donné, publiquement, ils ont annoncé que leur coût avait baissé de 15% pour 2 fois plus de bandes passantes, et surtout, un réseau dont on n'entend pas parler. Il y a des réseaux qui marchaient. On travaille, j'en suis assez fier, on travaille pour des grands groupes, et depuis des dizaines d'années, on a notre plus vieux contrat à 20 ans, et c'est des sociétés de plusieurs milliards qui nous font confiance dans l'exécution au quotidien de leurs opérations ou leurs déploiements, mais toujours en gardant le design, l'architecture, etc. Et on n'a pas de fierté mal placée à se dire on va déployer quelque chose conçu par quelqu'un d'autre. On est là pour apporter nos conseils sur les best practices, mais c'est notre métier d'opérer. Et tout ça, quand on parlait tout à l'heure d'un monde qui va évoluer vers des bouleversements fondamentaux et en particulier avec des impacts financiers énormes, je pense que pour les entreprises, un des enjeux vis-à-vis de l'IT, c'est de réduire le coût du maintien en compétences, de réduire le coût et l'impact de la complexité, et des acteurs en sous-traitance peuvent aider. Voilà. Philippe, j'ai le résultat du sondage. La question était quel est votre principal enjeu aujourd'hui? Donc à 12%, j'ai une réponse maîtriser toutes les composantes de votre infra. À 37%, c'est pouvoir piloter votre infra. J'ai rien sur stabiliser l'existant et à 50%, développer de nouveaux services pour vos métiers. Voilà. Ce qui montre bien que les tendances que je vous ai évoquées tout à l'heure en disant que les métiers des entreprises vont être amenés à évoluer est quand même la préoccupation majeure actuelle, et que cette préoccupation vis-à-vis des métiers, et j'en reviens nous à aussi notre position par exemple d'acteurs dans l'infrastructure extraordinairement sensibles aux applications et aux données. Je pense que les entreprises sont de facto sensibles à leur métier, et quand ces métiers changent, ça va impliquer dessous qu'il faut changer, et il faut changer probablement vite et de façon contrôlée et de façon sécure. Enfin, contrôlée. La sécurité pour moi, c'est à la fois la sécurité au sens où on l'entend, sécurité des données, mais la sécurité c'est aussi la performance, la sécurité d'opération. Dans les mondes industriels, la sécurité d'opération est quelque chose de critique, une centrale nucléaire, une usine, etc. Voilà, tu avais une question sinon? Oui, alors là j'ai une question de Nicolas. Nicolas nous pose, excuse-moi, je le retrouve. Comment arriver en tant qu'entreprise utilisateur de technologie à définir et gérer son infrastructure sur plusieurs années dans ce contexte de complexité croissante? Je pense que oui, je pense j'ai essayé d'apporter une partie de réponse, c'est de s'entourer de spécialistes dans chacun des domaines qui vont aller justement masquer cette complexité, pouvoir l'exprimer en termes simples, pouvoir les déployer de façon contrôlée et de confiance, et tout en gardant la vision globale, parce que objectivement, c'est à l'intérieur d'une entreprise qu'on connaît ses métiers. Donc, les gens connaissant les métiers sont à même de définir les besoins. Par contre, comme on le disait, pour pallier au maintien des compétences et masquer la complexité, s'appuyer sur des tiers maîtrisant les choses est une façon d'avancer. Et comme nous faisons l'effort d'essayer de comprendre le métier de nos clients, je prétends pas qu'on y arrive, mais effectivement, gérer un système de paye
gérer une infrastructure dans laquelle vous avez à la fois, par exemple, un système de gestion des achats et un système de paye, fait que sur le système de paye, ça me semble une évidence qu'il faut lui apporter beaucoup d'attention en fin de mois, en février quand on fait en France les BADS, etc. Mais que sur un système, par exemple, de gestion des achats, une des parties, puisqu'on est toujours, la plupart des acteurs industriels sont encore sur des plannings annuels, un moment très important, c'est la fin de l'année quand le patron des achats lance et son équipe fait le calcul des besoins pour l'année suivante. Donc, essayer de s'adapter. Nous avons travaillé, et je finirai là-dessus, nous avons travaillé longtemps pour un opérateur céréalier, et en gros, on lui a vendu un service moyen 8,5 dans l'année, mais qui en fait se dérivait en 24/7 sur ces silos, on va dire de juin à octobre. Juin, la partie où on rentre les récoltes, octobre, la partie où on les livre dans les trains pour les expédier. Et puis, de l'autre côté, de février à avril, un focus sur ces agences commerciales, où là, ils se polarisaient sur aller acheter des récoltes. Et entre les deux, sincèrement, quand un silo tombait le 15 décembre, on s'excitait pas beaucoup, parce qu'on savait qu'avant mars, personne n'irait. Par contre, le 15 juillet à 20h, si on avait un problème sur la liaison télécom, oui, on mettait tout le monde sur le pont, parce que les camions, ils rentrent jusqu'à 22h, 23h. Voilà, donc c'est ce que j'entends par essayer de comprendre les clients. Et donc, pour conclure, moi je dirais, voilà, la première chose, c'est que c'est les changements auxquels on va faire face, qui apparaissent à court terme, ils vont perdurer sur le long terme. Et pour des raisons assez simples, il va y avoir un certain nombre de besoins d'économie qui peuvent se matérialiser par des économies d'espace, par exemple en mettant des gens massivement en télétravail, etc., de l'énergie sur les déplacements, et qu'une fois qu'on va avoir pérennisé ces économies, il sera difficile de revenir en arrière. Ça, c'est par exemple sur des process, sur des usages, et sur des process métiers, à partir du moment où vous avez essayé de transformer votre métier dans un sens, il est peu probable que vous reveniez en arrière. Et donc, l'évolution de ces modèles économiques, ça doit reposer sur des infrastructures IT qui soient performantes, sécurisées, évolutives, pour permettre l'accès aux données, où qu'elles soient, à l'intérieur, à l'extérieur, on en a parlé. Et puis par ailleurs, pour la complexité, comme les DSI doivent se concentrer sur leur métier, nous pensons qu'il faut pouvoir se projeter, s'appuyer sur les acteurs souples et de confiance, c'est ce que je disais, qui peuvent apporter cette performance, cette sécurité, cette maîtrise des coûts. Voilà, j'en ai fini. J'aimerais pouvoir vous poser une question. Où en êtes-vous, dans la prise en compte de ces évolutions, que je pense que vous avez vues, que ce soit d'usage ou de métier ou de technologie, dont on vient d'évoquer? Est-ce que les uns et les autres avaient des commentaires sur le sujet, ou des commentaires plus généraux d'ailleurs, sur toute la présentation? Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En tout cas, merci à tous de votre présence, de nous avoir écoutés, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement, soit via notre site web, soit en nous appelant au 05 16 44 24 00. Je n'ai pas de questions pour le moment, Philippe. Mais écoutez, je vais vous remercier de votre attention. J'espère que le sujet vous a intéressé. Comme l'a dit Maud, nous sommes à votre disposition pour poursuivre les discussions sur les sujets. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.